Rencontre décisive. Hélène Minkin était au travail. À ce moment-là, Anna se trouvait sans emploi. Elle prépara le thé et nous nous assîmes pour bavarder. Berkman m'interrogea sur mes projets, le travail que je cherchais, mes activités dans le mouvement. Aimerais-je voir le bureau de Die Freiheit? Pouvait-il m'aider d'une manière ou d'une autre? Il était libre pour m'accompagner. Il avait quitté son emploi après une dispute avec le contremaître. Je faisais quelle voix pour lui déjà? C'était un négrier. Même s'il n'avait jamais osé me traiter comme un esclave, je me devais de défendre les autres dans l'atelier. Il nous expliqua qu'actuellement les affaires marchaient plutôt au ralenti dans la manufacture de cigares, mais qu'un anarchiste comme lui ne pouvait pas s'arrêter à sa propre situation. Les questions personnelles n'avaient aucune importance. Seule la cause, avec un grand C, comptait. Ce qui importait était de lutter contre l'injustice et l'exploitation. Je pensais, quelle force, quelle ferveur révolutionnaire, tout comme nos camarades martyrs de Chicago. Je devais me rendre dans le 42e rue Ouest pour sortir ma machine à coudre de la consigne. Berkman proposa de m'accompagner. Il suggéra de prendre le chemin du retour de métro. Sur le chemin du retour, le métro aérien jusqu'à la station de Brooklyn Bridge, pour atteindre ensuite à pied William Street et les bureaux Die Freiheit. Je lui demandai quelle chance j'avais de pouvoir m'installer comme couturière à New York. Je voulais tellement me libérer de la routine insupportable et de l'esclavage de l'atelier. J'avais envie de temps libre pour lire, et j'espérais plus tard réaliser mon rêve d'une coopérative de confection. Un peu comme l'expérience de Vera dans Que faire, dis-je. Berkman s'étonna. Tu as lu Tchernychevsky? Tout de même pas à Rochester? Et je lui répondis rien. Sûrement pas. En dehors de ma sœur Helena, je n'ai trouvé personne là-bas s'intéressant à de tels livres. Non, pas dans une ville aussi morne. À Saint-Pétersbourg. Il me regarda d'un air sceptique et poursuivit. Tchernychevsky était un nihiliste, et ses œuvres sont interdites en Russie. Tu étais lié avec le nihiliste? Il n'y a qu'eux qui auraient pu te donner ce livre. Je m'indignais qu'il ose mettre mes paroles en doute. Je répétais en colère que j'avais effectivement lu ce livre, interdit, et d'autres de la sorte, comme Père et Fils de Tourguenieff et Obrif, traduit la falaise, de Goncharov. Ma sœur les avait obtenus par des étudiants, et elle m'avait laissé les lire. Berkman reprit d'une voix douce. Je suis désolé si je t'ai blessé. J'étais seulement surpris de trouver une fille si jeune qui avait déjà lu de tels livres. Quel chemin j'avais parcouru depuis l'époque de mon adolescence. Je me rappelais ce matin, jusqu'à Königsberg, j'étais tombé sur une affiche géante annonçant la mort du tsar, entre guillemets assassiné par des nihilistes meurtriers. Note de bas de page, il s'agissait du tsar Alexandre II, qui fut assassiné le 13 mars 1881. Fin de note. Penser à cette affiche me remit en mémoire un événement de ma prime enfance, qui avait pendant un temps plongé notre demeure dans le deuil. Mère avait reçu une lettre de mon frère Martin annonçant la nouvelle effroyable de l'arrestation de leur frère Yegor. Celui-ci s'était mis à fréquenter des nihilistes, et on l'avait jeté dans la forteresse de Petropavlovskaya, d'où il avait été envoyé peu après en Sibérie. Cette lettre nous terrorisa. Mère décida de partir pour Saint-Pétersbourg. Pendant des semaines, nous demeurâmes dans une incertitude angoissante. Quand enfin elle revint, son visage rayonna de bonheur. Elle avait découvert que Yegor était déjà en partance pour la Sibérie. Après maintes difficultés et aidée d'une somme importante d'argent, elle avait réussi à obtenir une audience avec le général Trepov, gouverneur de Saint-Pétersbourg. Elle avait appris que le fils de celui-ci était un copain d'université de Yegor, ce qu'elle avait fait valoir comme preuve que son frère n'avait pas pu fréquenter les terribles nihilistes. Quelqu'un de si proche du propre fils du gouverneur n'aurait certainement pas pu se mêler aux ennemis de la Russie. Elle avait invoqué l'extrême jeunesse de Yegor, s'était agenouillée, avait supplié et pleuré. Finalement, Trepov avait promis de faire rapatrier le garçon lors de l'étape, en français dans le texte, tout en précisant que, naturellement, il le soumettrait à une stricte surveillance. Yegor devait jurer solennellement de ne jamais s'approcher à cette bande de meurtriers. Note de bas de page. Étape était, et ça voulait dire l'étape sur le chemin vers la Sibérie. Fin de note. Notre mère racontait toujours avec beaucoup de vivacité les histoires des livres qu'elle avait lus. Enfin, enfant, nous restions suspendus à ses lèvres. Cette fois encore, nos récits nous captiva. J'imaginais mère, son beau visage encadré d'une abondante chevelure et baigné de larmes, devant le sévère gouverneur général. J'imaginais aussi les nihilistes, des créatures sombres, sinistres, qui avaient entraîné mon oncle dans leur complot pour assassiner le tsar. Ce bienveillant tsar, avait dit mère, le premier à accorder plus de liberté aux juifs.
il avait mis fin au pogrom et prévoyait d'affranchir les paysans. Et c'était lui que les nihilistes voulaient tuer. Mère s'écria. Des assassins sans pitié! On devrait les exterminer tous jusqu'au dernier! La violence de Mère me terrorisa. Son idée de l'extermination me glaça le sang. Je trouvais que les nihilistes devaient être des brutes, certes, mais tant de cruauté de la part de ma mère m'était insupportable. Par la suite, je me surpris souvent à penser aux nihilistes, me demandant qui ils étaient et ce qui les rendait si impitoyables. Quand la nouvelle de la pendaison des nihilistes qui avaient assassiné le tsar arriva à Königsberg, je ne ressentais plus aucune animosité à leur égard. Par un cheminement mystérieux, ils avaient fait naître de la compassion en moi. Je pleurais amèrement sur leur sort. Des années plus tard, je tombais sur le mot nihiliste, dans Père et Fils, et quand je lus Que faire, je compris la sympathie instinctive que ces hommes exécutés m'avaient inspirée. Il leur avait été impossible d'assister sans protester à la souffrance du peuple, et ils avaient sacrifié leur vie pour lui. Ma conviction en fut renforcée en apprenant l'histoire de Vera Zasulich, qui avait tiré sur Trepov en 1879. Mon jeune professeur de russe me l'avait raconté. Mère disait que Trepov était un être gentil et plein d'humanité, alors que mon professeur m'affirmait que c'était un véritable tyran, un monstre qui lançait des cosaques contre les étudiants, les faisait fouetter avec nagaïkas en russe dans le texte, ordonnait la dispersion de leur rassemblement et envoyait les prisonniers en Sibérie. Il avait ajouté avec passion: des fonctionnaires comme Trepov sont des bêtes sauvages. Ils pillent les paysans et ensuite ils les fouettent. Ils torturent en prison des idéalistes. Est-ce que j'ai mis un trigger warning, violence d'État, un truc comme ça? Vous savez quoi, je vais mettre... Parce que là j'ai violence familiale, violence sexiste. Je vais mettre violence familiale et sexiste. Ça fera de la place pour mettre la suite. Ça fait de la place. Et je mets répression. La vache. Normalement je fais pas de commentaires, je précise pour les gens qui viennent d'arriver. Normalement je fais le moins de commentaires possible, voire même pas du tout de commentaires en fait. Mais comme il y a des trigger warnings à rajouter, je tiens à prévenir les gens, voilà. On dit la répression ou des répressions, non la répression, je sais pas si c'est quantifiable comme ça. Voilà, donc on parle de répression d'État, on parle du régime tsariste qui était l'un des derniers régimes féodal de droit divin de l'histoire de l'humanité, donc du coup l'un des derniers, hein, pas le dernier. Donc du coup voilà, on parle de répression ultra violente, hein, d'envoyer l'armée sur des manifestations d'étudiants. On parle de faire fouetter les jeunes étudiants, etc. On parle de torture et de prison. Voilà. Je savais que mon professeur disait la vérité. Dans le temps, tout le monde à Popolone parlait de la flagellation des paysans. J'avais vu un jour le corps à moitié nu d'un homme qu'on cinglait à coups de knout. Knout, c'était un fouet russe. J'avais réagi par une violente crise de nerfs, et cette image horrible m'avait hanté pendant des jours. Les mots de mon professeur me remirent cette scène épouvantable en mémoire. Le corps ensanglanté, les cris perçants, les traits déformés des gendarmes, en français dans le texte, les knouts qui déchiraient l'air et retombaient sur l'homme dénudé avec des sifflements aigus. Les doutes de mes impressions d'enfance avaient complètement disparu. Les nihilistes étaient désormais mes héros, des martyrs, des étoiles qui me guidaient. Ma rêverie fut interrompue par Berkman, qui me demandait pourquoi j'étais devenue si silencieuse. Je lui parlais de mes souvenirs. Il me relata à son tour quelques-unes de ses influences de jeunesse, s'attardant particulièrement sur son bien-aimé oncle Maxime, un nihiliste, et sur le choc qu'il avait ressenti quand il avait appris sa condamnation à mort. Note de bas de page. Mark Andreyevich Nathanson, né en 1850, mort en 1919. Révolutionnaire populiste, fondateur du centre Tchaïkovski, du cercle Tchaïkovski et du groupe Terre et Liberté, et plus tard de sa fraction militante Narodnaya Volia, volonté du peuple, groupe radical qui pratiquait la terreur. Fin de note. Nous avons beaucoup en commun, n'est-ce pas? Remarqua-t-il. Il ajouta: nous sommes même originaires de la même ville. Sais-tu que Knovo a donné au mouvement révolutionnaire bien des fils courageux? Et maintenant peut-être aussi une fille de la même trempe. Je me sentis rougir.
Mon âme m'enorgueillit. Et j'espère ne pas faillir quand le moment viendra, répondis-je. Le train longeait des rues étroites, si près des taudis que je ne pouvais voir à l'intérieur. Des escaliers de secours étaient jonchés d'oreillers et de couvertures sales, et du linge crasseux y était suspendu. Berkman me toucha le bras et m'annonça que la prochaine station était Brooklyn Bridge. Nous descendîmes et marchâmes jusqu'à William Street. Pour arriver au bureau de Die Freiheit, au deuxième étage d'un immeuble ancien, il fallait gravir des escaliers sombres et grinçants. Dans la première pièce, plusieurs hommes travaillaient à la composition du journal. Dans la suivante, nous trouvâmes Johann Most en train d'écrire debout sur un bureau surélevé. Nous jetant un regard oblique, il nous invita à nous asseoir, commentant d'un ton grincheux. Mais maudit tension. J'avais fait quelle voix pour Most? J'avais pas encore fait de voix pour Most. Je vais faire quelle voix? Mais maudit tortionnaire là-bas, il me saigne à blanc. De la copie, de la copie, de la copie, et non que ça à la bouche. Demande-leur d'écrire une ligne, pas eux. Ils sont trop stupides et feignants. Un éclat de rire bon enfant de la salle des compositions accueillit l'explosion de Most. Son ton bourru, sa mâchoire tordue qui m'avait inspiré tant de répulsion lors de notre première rencontre, me rappelèrent les caricatures de Most qui figuraient dans les journaux de Rochester. Je n'arrivais pas à réconcilier l'homme en colère qui se trouvait devant moi avec l'orateur inspiré du soir précédent, dont l'éloquence m'avait tant transporté. Berkman remarqua mon air embarrassé et effrayé. Il me chuchota en ruse de ne pas prêter attention à Most, qu'il était toujours de cette humeur-là quand il travaillait. Je me levai pour examiner les livres qui, rangés après rangés, remplissaient les étagères, du plancher jusqu'au plafond. J'en avais lu si peu, songeai-je. Mes années d'école m'avaient si peu appris. Serais-je capable de combler tant de lacunes? Pourrais-je trouver le temps de lire? Et l'argent pour acheter des livres? Je me demandais si Most m'en prêterait quelques-uns, et si j'oserais lui suggérer de me proposer un programme de lecture et d'études. Un autre éclat de voix me tarda pas à m'écorcher les oreilles. C'était Most qui fulminait. « Ouais, vous autres Shylocks, voici ma livre de chair. Plus qu'assez pour remplir le journal. Tiens, Berkman, apporte-le au diable noir là-bas. » Quoi? Ah non, au diable noir, oui, non, c'est une référence... parce qu'ils sont habillés en noir. Note de bas de page. Shylocks, c'est une référence à l'usurier Shylock dans Le Marchand de Venise de Shakespeare. Most s'approcha de moi. Ses yeux d'un bleu profond scrutaient les miens. « Eh bien, jeune fille, avez-vous trouvé de la lecture à votre goût? Lisez-vous aussi l'allemand et l'anglais ?» Sa voix discordante avait pris une inflexion chaude, aimable. Rassuré et enhardi par ce ton, je répondis. « Pas l'anglais, mais l'allemand, oui. » Il me proposa de prendre les livres que je voulais. Puis il me pressa de questions. D'où j'étais originaire, et ce que j'avais l'intention de faire. Je lui dis que je venais de Rochester. « Oui, je connais cette ville, la bière y est bonne. Mais ces Allemands, c'est un ramassé de Kaffern. » C'est de Kaffern. Alors Kaffern, c'est Cafre, c'est en allemand dans le texte. Donc Cafre, terme utilisé par les colonisateurs successifs pour désigner les populations noires d'Afrique du Sud, considérées comme non civilisées. Ah d'accord, donc il y a du racisme aussi. Stop the cap, I don't even understand, but you can tell you're talking about bullshit lol. Ah, il y a un troll. Ah bah c'est... c'est le premier troll de la... C'est le premier troll de la chaîne, et il faut fêter ça. Bannir, ouais, bannir, voilà. Boum, voilà, donc ça y est, j'ai inauguré le bouton bannir. Voilà. Faut fêter ça. Comment on fête le premier troll de la chaîne? Familial et sexy, je vais plutôt être patriarcal parce que ça résume tout. Félicitations, merci. Mais ça me fait rien du tout. Ah, je comprends pas ce que tu dis, mais c'est de la merde. Il a dit un truc comme ça. Alors, violence patriarcale. Racisme, antisémitisme, blablabla. Mais en fait, je comprends pas parce qu'il est anglais, donc comment il a pu avoir accès à ma chaîne et... Ouais, je sais pas. Il doit faire toutes les chaînes possibles pour passer le temps. J'en profite pour remercier Fix Your Feelings pour le follow. Ah bah non, mais c'est la personne que je viens de ban, ok. Alors... Oppression, racisme... Bon, il y avait déjà antisémitisme, mais là, c'est antisémitisme, c'est un racisme bien particulier, et là, c'était le racisme anti-noir, donc... Excuse-moi, je bois un peu, là, j'ai la bouche un peu sèche. La bouche un peu sèche.
Top your club. Je connaissais. En plus, je comprenais même pas les expressions. Bon, bref. Ok, donc on avait prévenu qu'il y avait du racisme. Je suis désolé pour le. Bonne nuit, Piratanard. Il y aura des replays si un jour je prends le temps de le faire parce que ça va être monumental comme travail. Bonne soirée à toi. Pourquoi précisément New York? C'est une ville dure à vivre. Ah non, c'est la suite de la citation. Pourquoi précisément New York? C'est une ville dure à vivre. Le travail est mal payé et pas facile à trouver. Avez-vous assez d'argent pour tenir le coup? J'étais vraiment touché par l'intérêt que me portait cet homme qui m'était pourtant complètement inconnu. Je lui expliquai que New York m'avait attiré parce que c'était le centre du mouvement anarchiste, et qu'il en était, d'après ce que j'ai lu, l'esprit phare. À vrai dire, j'étais venu le voir pour trouver auprès de lui des suggestions et de l'aide. J'espérais de tout cœur lui parler, puis j'ajoutai « Mais pas maintenant, à un autre moment, dans un lieu éloigné de vos diables noirs. » Son visage s'éclaira. « Vous avez le sens de l'humour, vous en aurez besoin si vous entrez dans notre mouvement. » Il proposa que je vienne le mercredi suivant pour aider à expédier Die Freiheit, écrire les adresses et plier les journaux. Et après, nous aurons l'occasion de parler. Les bras chargés de livres, Moss me donna une chaleureuse poignée de main et me dit au revoir. Berkman prit congé en même temps que moi. Nous allâmes chez Sachs. Je n'avais rien pris depuis la tasse de thé offerte par Anna. Mon compagnon aussi avait faim, mais de toute évidence pas autant que la nuit précédente. Il ne commandant pas de steak ou de tasse de café supplémentaire. Peut-être était-il démuni. Je lui fis comprendre que j'avais encore beaucoup d'argent et le priai de commander plus. Il refusa sèchement, me disant qu'il ne pouvait pas l'accepter de la part de quelqu'un sans travail et qui venait d'arriver dans une ville inconnue. J'étais à la fois fâché et amusé. Je lui expliquai que je ne souhaitais pas le heurter. Pour moi, on devait toujours partager avec un camarade. Il regretta sa brusquerie, tout en m'assurant qu'il n'avait pas faim. Nous quittâmes le restaurant. La chaleur en ce mois d'août était suffocante. Berkman proposa d'aller à Battery Park pour nous rafraîchir. Je n'avais pas revu le port depuis mon arrivée en Amérique. Sa beauté me saisit à nouveau, comme lors de ce jour mémorable. Mais la Statue de la Liberté n'avait plus rien d'un symbole séduisant. Comme j'avais été d'une naïveté enfantine alors, comme j'avais fait du chemin depuis ce jour. Nous reprîmes notre discussion de l'après-midi. Mon compagnon émit des doutes sur mes chances de trouver du travail comme couturière, car je n'avais aucune relation dans cette ville. Bonne nuit, Quentin. Je répondis que je cherchais dans une fabrique de corsets, de gants et de costumes d'hommes. Il promit de se renseigner auprès des camarades juifs qui étaient dans la confection. Il m'aiderait très certainement à trouver un emploi. Il était déjà tard dans la soirée quand nous nous quittâmes. Berkman m'avait raconté peu de choses sur lui, hormis son expulsion du gymnasium pour avoir rédigé une dissertation anti-religieuse et son départ définitif de chez lui. Il était venu aux États-Unis en croyant qu'on y était libre et que tout le monde y bénéficiait de la même chance dans la vie. Il savait mieux maintenant ce qu'il en était. Il y avait découvert une exploitation plus féroce et que, depuis la pendaison des anarchistes de Chicago, il était convaincu que l'Amérique égalait la Russie en despotisme. Ling avait raison quand il disait « Si vous nous attaquez avec des canons, nous vous répondons avec de la dynamite. Un jour, je vengerai nos morts, ajouta-t-il avec une gravité particulière. Je m'exclamai. Moi aussi. Leur mort m'a donné la vie. Celle-ci appartient à présent à leur mémoire, à leur œuvre. Il serra mon bras jusqu'à me faire mal. Nous sommes des camarades. Soyons aussi des amis. Travaillons ensemble. L'intensité qu'il dégageait vibrait encore en moi tandis que je montais l'escalier conduisant à l'appartement des Minkin. Le vendredi suivant, Berkman m'invita à assister à une conférence juive que donnait Solotarov au numéro 54 d'Orchard Street dans l'East Side. À New Haven, Solotarov m'avait impressionné par ses talents d'orateur, mais maintenant, après avoir entendu Most, son exposé me parut fade, et sa voix monocorde me fut désagréable. Mais sa ferveur compensait en grande partie ses faiblesses, et je lui étais trop reconnaissante de son accueil chaleureux lors de mon arrivée dans la ville pour me permettre une quelconque critique de son discours. De plus, il n'était pas donné à tout le monde d'égaler un orateur comme Johann Most, pensais-je. Pour moi, celui-ci était un homme à part, le plus exceptionnel du monde. Après les réunions, Berkman me présenta un certain nombre de personnes, tous de bons camarades actifs. Et voici mon copain Fedia, dit-il en indiquant un jeune homme à son côté. Lui aussi est un anarchiste, bien sûr, mais pas aussi bon qu'il devrait l'être. Note de bas de page. Modeste Fedia Aronstam,
né en 1871, mort en 1958, cousin d'Alexandre Berkman. Il naquit à Kovno et émigra aux États-Unis en 1888. Fin de note. Le jeune gars avait vraisemblablement le même âge que Berkman, mais il était moins solidement bâti et il n'avait pas le même côté agressif. Il avait des traits plutôt fins, des lèvres sensuelles et ses yeux, bien qu'un peu saillants, dégageaient une impression rêveuse. Il ne semblait pas le moins du monde dérangé par les plaisanteries de son ami. Souriant gentiment, il suggéra que nous allions chez Sachs. Pour donner une chance à Sacha de vous expliquer ce qu'est un bon anarchiste, je cite. Berkman n'attendit pas d'arriver au café. Sur un ton de profonde conviction, il se lança. Un bon anarchiste est quelqu'un qui ne vit que pour la cause et donne tout pour elle. Mon ami ici, il indique Fedia, est encore trop bourgeois, en français dans le texte, pour comprendre. C'est un Mamenkin Sin, en russe dans le texte, le fils chéri à sa maman, qui va jusqu'à accepter de l'argent des siens. Il poursuivit en expliquant pourquoi il était incohérent qu'un révolutionnaire ait quelque rapport que ce soit avec sa famille bourgeoise. Il précisa qu'il ne tolérait l'incohérence de Fedia que parce que celui-ci reversait au mouvement la majeure partie de l'argent que sa famille lui remettait. Si je le laissais faire, il dépenserait tout son argent en choses inutiles. Qu'il appelle belle. Pas vrai, Fedia? Il se tourna vers son ami et lui tapotant le dos affectueusement. Comme d'habitude, le café était bondé, plein de fumée et de discussions. Mes deux compagnons furent très demandés pendant un moment, tandis que plusieurs personnes que j'avais rencontrées durant la semaine me saluèrent. Nous finîmes par nous emparer d'une table et commandâmes du café et des gâteaux. Je pris conscience que Fedia me regardait et scrutait mon visage. Je me tournai vers Berkman pour cacher mon embarras et demandai « Pourquoi ne devrait-on pas aimer la beauté? Les fleurs par exemple, la musique, le théâtre, les belles choses ?» Berkman me répondit « Je n'ai pas dit que l'on ne devrait pas, j'ai dit que l'on a tort de dépenser de l'argent pour de telles choses alors que le mouvement en a tellement besoin. C'est incohérent pour un anarchiste d'aimer le luxe alors que le peuple vit dans la misère. » Les belles choses ne sont pas un luxe mais une nécessité. La vie serait insupportable sans elles, insistai-je. Pourtant, au fond de moi, je sentais que Berkman avait raison. Les révolutionnaires renonçaient même à leur vie. Pourquoi pas à la beauté? Il n'empêche que le jeune artiste touchait une corde sensible en moi, car moi aussi j'aimais la beauté. J'avais supporté notre vie misérable à Königsberg uniquement grâce aux excursions à la campagne que nous faisions de temps en temps avec nos professeurs. La forêt, la lune éclairait les champs de ses reflets argentés, les couronnes de verdure dans nos cheveux, les fleurs que nous ramassions. Tout ceci me permettait d'oublier pour un temps l'environnement sordide de la maison. Lorsque mère me réprimandait, ou que j'avais des difficultés à l'école, un bouquet de lilas du jardin de notre voisin ou la vue des soies et velours aux couleurs vives exposés dans les boutiques me faisait oublier mes peines. Et le monde paraissait beau et radieux. Il y avait aussi la musique qu'il m'arrivait d'entendre à de rares occasions à Königsberg, et plus tard à Saint-Pétersbourg. Est-ce que je devais renoncer à tout cela pour être une bonne révolutionnaire, me demandai-je? En aurais-je la force? Afin de nous séparer ce soir-là, Fedia me dit que son ami lui avait confié mon envie de visiter quelques endroits de la ville. Il était libre le lendemain et serait heureux de me montrer quelques-uns. Es-tu toi aussi sans travail pour avoir tout ce temps libre, demandai-je. Voilà, faut que je fasse une voix à part parce qu'on va le... Je crois, si je me souviens bien, on va le croiser encore un peu. Comme tu l'as appris par mon ami, je suis un artiste. As-tu déjà entendu que les artistes travaillaient? Répondit-il en riant. Je rougis, obligé d'admettre que je n'en avais jamais encore rencontré. Les artistes sont des gens inspirés. Tout leur vient facilement, dis-je. Ah non, les artistes sont des gens inspirés. Tout leur vient facilement, dis-je. Berkman rétorqua aussitôt. Évidemment, parce que le peuple travaille pour eux. Son ton me parut trop sévère. Et je me sentis solidaire du jeune artiste. Me tournant vers lui, je proposai qu'il vienne me chercher le lendemain. Cependant, une fois seul dans ma chambre, j'étais plein d'admiration pour l'arrogant Jeunot. C'est ainsi qu'en moi-même je nommais Berkman, pour sa ferveur sans concession. Le jour suivant, Fedia m'emmena donc à Central Park. Il me montra les hôtels particuliers le long de la 5e avenue, en nommant pour chacun son propriétaire. Mes lectures m'avaient fait connaître ces hommes fortunés, leur richesse et prodigalité, alors que les masses vivaient dans la pauvreté. Je m'indignais devant le contraste entre ces splendides palais et les misérables taudis de l'East Side. Oui, il est en effet criminel que quelques-uns puissent posséder tout, et la vaste majorité rien, remarqua l'artiste. Il poursuivit. Ma principale objection, c'est qu'ils ont si mauvais goût, ces bâtiments sont laids. L'attitude de Berkman vis-à-vis de la beauté me revint en mémoire.
Toi et ton compagnon, vous n'avez pas le même avis sur le besoin et l'importance de la beauté dans la vie de chacun, n'est-ce pas? Demandai-je. Certainement pas, mais mon avis est par-dessus tout un révolutionnaire. J'aurais voulu en être un, moi aussi, mais je ne le suis pas. J'aimais sa franchise et sa simplicité. S'il ne m'émouvait pas autant que Bergman parlant de la morale révolutionnaire, Fayard réveillait cependant en moi un désir ardent et mystérieux, semblable à celui que j'avais ressenti enfant devant le soleil couchant embrasant de ses dernières lueurs dorées des prairies de Popelan, ou en écoutant les doux airs de la flûte de Petrouchka. La semaine suivante, je me rendis dans les bureaux de Die Freiheit. Plusieurs personnes étaient déjà sur place et s'affairaient à mettre des adresses sur des enveloppes à plier des journaux. Tout le monde discutait. Johann Most était à son bureau. On m'attribua une place et on me confia du travail. Je m'étonnais que Most puisse continuer à écrire dans tout ce tohu-bohu. À plusieurs reprises, je me retins de signaler qu'on le perturbait. Après tout, il devait bien savoir si leur bavardage le dérangeait ou non. Dans la soirée, Most s'arrêta d'écrire et d'un ton bourru, traita ses bavards de « vieille femme édentée »,« doigt caquetante », je sais pas ce que ça veut dire, et d'autres sobriquets que je n'avais pour ainsi dire jamais entendus en allemand. Puis il arracha son grand feutre du porte-manteau, me somma de venir avec lui et sortir. Et sortit tout court. Je le suivis, et nous montâmes jusqu'au métro aérien. Il suggéra « Je vais vous emmener au Terrace Garden. Nous pouvons aller au théâtre si vous avez envie. Soir, on joue Die Zigeunerbahn. Sinon, nous pouvons nous asseoir dans un coin, manger, boire et parler. » Je lui répondis que l'opérette ne m'intéressait pas vraiment. Je voulais avant tout parler avec lui, ou plutôt qu'il me parle. Mais pas aussi violent qu'au bureau, ajoutai-je. Il choisit des plats et du vin dont les noms m'étaient inconnus. La bouteille portait une étiquette. Liebfrauenmilch. Lait d'amour de la femme. Quel nom ravissant, remarquai-je. Note de bas de page. Liebfrauenmilch est le nom d'un vin de table allemand produit dans la région du Rhin. Emma Goldman en fait ici une traduction littérale. Fin de note. Pour le vin, oui, rétorqua-t-il. Mais pas en ce qui concerne la femme. Quoi? Le premier est toujours poétique, le second ne sera jamais que sordidement prosaïque. Il laisse un mauvais goût dans la bouche. Décidément. Je me sentis coupable, comme si j'étais intervenu maladroitement ou que j'avais touché une zone sensible. J'avoue que je n'avais jamais goûté de vin auparavant, hormis celui que mère faisait pour Pâques. Most éclata de rire, et moi j'étais au bord des larmes. Il remarqua mon embarras et se retint. Il remplit nos 2 verres en déclarant « Prosit, ma jeune fille naïve !» et vida son verre d'un seul coup, avant que je boive la moitié du mien. Il avait presque fini la bouteille et en commandait une autre. Il s'anima, devint spirituel et brillant. Il ne restait aucune trace de la dureté, de la haine et de la provocation qu'il avait insufflé dans son discours à la tribune. C'était un être humain métamorphosé qui se tenait assis à mes côtés. Il n'avait plus rien à voir avec la caricature repoussante décrite par la presse de Rochester, ni avec les créatures bourrues du bureau. C'était un hôte affable, un ami attentif et bienveillant. Il me fit parler de moi-même et devint pensif quand il apprit ce qui m'avait décidé à rompre avec mon ancienne vie. Il me conseilla de bien réfléchir avant de me jeter à l'eau. Le chemin de l'anarchisme est escarpé et ardu. Il y en a tant qui ont essayé de le gravir et qui sont tombés sur le bas-côté. Il faut payer les prix forts, ce que peu d'hommes sont prêts à faire, et encore moins la plupart des femmes. Les grandes exceptions sont Louise Michel et Sofia Perovskaya. Aurais-je lu quelque chose sur la Commune de Paris et sur cette merveilleuse révolutionnaire russe? Je dus admettre mon ignorance. Bien que je connaissais l'histoire de cette dernière, c'était la première fois que j'entendais le nom de Louise Michel. Vous devez lire le récit de leur vie. Elles vous inspireront, recommanda Most. Je demandai s'il n'y avait pas de femmes exceptionnelles dans le mouvement anarchiste en Amérique. Il me répondit « Aucune. Que des imbéciles. La plupart des filles viennent aux réunions pour essayer de dégoter un homme. Puis les 2 disparaissent, comme l'idiot de pêcheur attiré par la Lorelai. » Ses yeux pétillaient malicieusement. Il n'accordait pas beaucoup de valeur aux ailes révolutionnaires des femmes. Mais avec moi, venant de Russie, cela pourrait être différent, et il m'aiderait. Si j'étais sérieusement intéressé, je pourrais trouver bien des choses à faire. Nous avons grand besoin dans nos rangs de jeunes gens de bonne volonté, aussi fervents que vous semblez l'être. Et moi j'ai besoin d'une amitié ardente, ajouta-t-il avec beaucoup d'émotion. Vous en avez des milliers à New York, et partout dans le monde. Vous êtes aimé, idolâtré, m'étonnai-je.
Ouais, petite fille, idolâtrée par beaucoup, mais aimée de personne. On peut se sentir vraiment très seul parmi des milliers, le saviez-vous? Quelque chose me serra le cœur. J'ai voulu lui prendre la main, lui dire que je serais son ami. Mais je n'osais pas dévoiler mes pensées. Moi, une jeune ouvrière sans instruction, que pourrais-je offrir au célèbre Yuan Most, meneur des masses, homme à à la langue magique et à la plume si persuasive? Il promit de me fournir une liste de livres à lire. Les poètes révolutionnaires Falligrat, Herwerth, Schiller, Heine, Byrne, ainsi que notre propre littérature, évidemment. Le jour allait pointer quand nous quittâmes le terrace garden. Most héla un fiacre qui nous conduisait chez les Minkin. Devant la porte, il effleura ma main. D'où vous viennent ces soyeux cheveux blonds et ces yeux bleus? Vous m'avez dit que vous étiez juive, je répondis. Du marché au cochon, c'est mon père qui me l'a dit. Vous avez la parole facile, Mindkind. En allemand dans le texte. Il attendit que j'ouvre la porte, puis me prit la main, me regardant du fond de son et ajouta. C'est ma première soirée heureuse depuis longtemps. À ces mots, une grande joie traversa tout mon être. Je montais lentement les marches tandis que le fiacre s'éloignait. Le lendemain, Berkman vint me rendre visite. Et je lui racontai ma merveilleuse soirée avec Most. Son visage s'assombrit et il dit gravement. Most n'a pas le droit de gaspiller de l'argent, d'aller dans les restaurants de luxe, de boire des vins qui coûtent cher. Il dépense l'argent des contributions destinées à soutenir le mouvement. On doit lui demander des comptes. Je lui en parlerai personnellement. Je m'écriai. Non, non, tu ne dois pas le faire. Je ne supporterai pas que Most, qui donne tant, subisse une quelconque affront à cause de moi. N'a-t-il pas le droit à un peu de joie? Berkman insista. J'étais dans le mouvement depuis trop peu de temps. Je ne connaissais rien ni à la morale ni au sens du bien et du mal propre au milieu révolutionnaire. J'ai reconnu mon ignorance, l'assurer que j'étais prête à apprendre, à faire n'importe quoi, tout pour éviter que Most ne soit blessé. Il tourna les talons et partit sans me dire au revoir. J'étais profondément troublé. Le charme de Most me captivait. Ses dons remarquables, sa soif de vie, d'amitié, m'émouvaient profondément. Berkman lui aussi m'attirait vivement. Sa gravité, sa confiance en lui, sa jeunesse, tout chez lui me subjuguait avec une force irrésistible. Cependant, je sentais que Most était celui qui était le plus ancré dans ce monde. Quand Fediam vint me voir, il me dit que Berkman lui avait déjà raconté toute l'histoire. Il précisa que cela ne l'avait pas surpris. Il savait à quel point son ami était intransigeant et combien il pouvait être dur, mais surtout vis-à-vis de lui-même. Puis il ajouta « Cela vient de son amour absolu pour le peuple. Un amour qui un jour l'amènera à accomplir de grandes actions. » Berkman ne se montra pas pendant toute une semaine. Quand il revint, ce fut pour me proposer une sortie à Prospect Park. Il préférait cet endroit à Central Park, m'expliquant qu'il était moins entretenu, plus naturel. Nous nous y promenâmes longtemps, admirant sa beauté sauvage, puis choisîmes un coin ravissant pour partager le déjeuner que j'avais apporté. Nous parlâmes de ma vie à Saint-Pétersbourg et à Rochester. Je lui racontai mon mariage avec Jacob Kirchner, comment il avait échoué. Il voulait savoir quels livres j'avais lus sur le mariage et si c'était leur influence qui m'avait décidé à quitter mon mari. Je n'avais jamais lu de tel ouvrage, mais j'en avais vu assez sur les heures de la vie conjugale dans ma propre famille. La façon dont père rudoyait mère, les querelles incessantes et les scènes pénibles qui se terminaient avec les évanouissements de mère. J'avais vu aussi la vie sordide et dégradante que menaient mes tantes et oncles mariés, ainsi que certaines connaissances à Rochester. Tout cela, ajouté à mes propres expériences maritales, m'avait convaincu que les êtres ne devaient pas être liés pour la vie. L'idée d'une proximité continuelle au sein d'une même maison, d'une même chambre, dans le même lit, me révoltait. Aussi déclarai-je, si jamais il m'arrive à nouveau d'aimer un homme, je me donnerai à lui sans être lié par le rabbin, ou par la loi, et quand l'amour disparaîtra, je partirai sans demander la permission. Mon compagnon s'avoua content de savoir que je voyais les choses ainsi. Tous les vrais révolutionnaires avaient rejeté le mariage et vivaient dans la liberté. Cela rendait leur amour plus fort et les aidait dans leurs tâches communes. Il me raconta l'histoire de Sofia Petrovskaya et de Chelyabov. Amants, ils travaillaient au sein du même groupe et avaient planifié ensemble l'exécution d'Alexandre II. Après l'explosion de la bombe, Petrovskaya disparut. Elle se tenait cachée. Elle avait toutes les chances de s'en tirer, et ses camarades la supplièrent de s'enfuir, mais elle refusa. Elle soutint qu'elle devait supporter les conséquences de leur acte, qu'elle avait partagé le sort de ses camarades et mourir avec Chelyabov. Bien évidemment, elle avait eu tort de se laisser entraîner par des sentiments personnels. Son amour pour la cause aurait dû la pousser à vivre pour l'accomplir d'autres actions, commenta Berkman. Je me trouvais cette fois encore en désaccord avec lui. Je pensais que ce ne pouvait pas être un mal de mourir avec l'être aimé, dans un acte commun. C'était beau, c'était sublime.
Il rétorquait que j'étais trop romantique et sentimental pour une révolutionnaire, que nous avions devant nous une tâche difficile et que nous devions nous endurcir. Je me demandais si ce garçon était vraiment si inflexible ou s'il essayait simplement de cacher la tendresse que je devinais intuitivement en lui. Il m'attirait et j'avais très envie de jeter mes bras autour de lui, mais j'étais trop intimidé. Trop intimidé, pardon. Le jour s'acheva par un coucher de soleil rougeoyant. J'avais la joie au cœur. Pendant tout le chemin de retour, je chantais des chansons allemandes et russes, dont Veyut Vitri, Veyut Boyni, excusez-moi pour la prononciation, traduite par c'est ma chanson préférée, Emma. Dorogaya, chérie. Je peux t'appeler ainsi, n'est-ce pas? Et tu m'appelleras Sacha. Nos lèvres se joignirent dans une étreinte spontanée. J'avais commencé à travailler à la fabrique de corsets où Helen Minkin était employée. Mais au bout de quelques semaines, la fatigue nerveuse devint insupportable. J'avais du mal à tenir jusqu'à la fin de la journée. Je souffrais surtout de violentes migraines. Un soir, je rencontrai une fille qui me parla d'une fabrique de corsage en soie qui donnait du travail à effectuer à domicile. Elle promit qu'elle allait essayer de m'en trouver. Je savais qu'il me serait impossible de coudre à la machine dans l'appartement de Minkin, car cela gênerait tout le monde. De plus, le père des deux sœurs commença à me taper sur les nerfs. C'était un personnage désagréable qui ne travaillait jamais et qui vivait au crochet de ses filles. Il semblait avoir pour Anna une profonde antipathie pour elle, Il semblait avoir pour Anna une attirance érotique, la dévorant presque des yeux. Plus surprenante était sa profonde antipathie pour Hélène, ce qui entraînait des disputes continuelles. Finalement, je décidai de déménager. Pardon. Je trouvai une chambre à louer dans Suffolk Street, non loin des cafés Saks. Elle était petite et assez sombre, mais ne coûtait que 3 $ par mois. C'est là que je me mis à confectionner des corsages en soie. Quelquefois, je cousais aussi des robes pour les filles, et les filles que je connaissais et leurs amis. Le travail était épuisant, mais il me libérait de l'usine et de sa discipline exaspérante. En travaillant vite, je gagnais autant qu'à l'atelier. Moi, c'était parti pour une tournée de conférences. Il m'envoyait de temps en temps quelques lignes, des commentaires caustiques et plein d'esprit sur les gens qu'il rencontrait. Des dénonciations au vitriol des journalistes qui venaient l'interviewer pour écrire ensuite des articles dénigrants. Parfois, il glissait dans ses lettres les caricatures qu'on faisait de lui avec ses propres commentaires en marge. Regardez le tueur d'épouses ou voici l'homme qui mange les petits-enfants. Ces caricatures dépassaient en brutalité et en cruauté tout ce que j'avais pu voir jusque-là. Le dégoût que j'avais éprouvé pour les journaux de Rochester pendant les événements de Chicago se transforma alors en une véritable haine pour l'ensemble de la presse américaine. Une idée folle germa en moi et je la confia à Sacha. Ne penses-tu pas qu'il faudrait faire sauter les bureaux d'un de ces journaux pourris, rédacteurs en chef, journalistes, etc. Cela servirait de leçon à toute la presse. Et Sacha secoua la tête et affirma que ce serait inutile. La presse n'était que le valet du capitalisme. Nous devons nous attaquer aux racines. Most revint dans sa tournée et nous allâmes tous écouter son compte-rendu. Il fit preuve de maîtrise, de verve et d'hostilité envers le système comme jamais auparavant. J'étais quasiment hypnotisé. Je ne pus m'empêcher de l'approcher après la conférence pour lui dire combien j'avais trouvé son discours excellent. Viendrez-vous avec moi lundi écouter Carmen au Metropolitan Opera House? Me chuchota-t-il à l'oreille. Il ajouta que le lundi était une journée très chargée car il devait fournir de la matière à ses diables, mais qu'il travaillait le dimanche pour prendre de l'avance si je lui promettais de l'accompagner. Jusqu'au bout du monde, répondis-je impulsivement. À notre arrivée, l'opéra affichait complet. Il n'y avait plus le moindre siège à quelque prix que ce soit. Nous allions devoir rester debout. Je compris que j'allais vivre le martyre. Depuis mon enfance, le petit orteil de mon pied gauche me causait des ennuis. Dès que j'avais de nouvelles chaussures, je souffrais pendant des semaines, et justement, les chaussures que je portais étaient neuves. Mais j'avais trop honte pour l'avouer à Most, de peur qu'il me trouve frivole. Je me tenais debout tout à côté de lui, coincé par une foule immense. Mon pied me brûlait comme s'il était maintenu au-dessus du feu. Mais dès la première mesure de musique et les airs magnifiques de cet opéra, j'oubliais cette douleur atroce. Cependant, après le premier acte, au moment où les lumières s'allumèrent, je dus me comprendre désespérément à Most, mais très déformé par la douleur. « Qu'est-ce qui vous arrive » demanda-t-il d'une voix haletante. Une voix haletante, je répondis « Je dois enlever ma bottine ou je vais hurler !» M'appuyant contre lui, je me penchai pour défaire les boutons. J'écoutais le reste de l'opéra soutenu par le bras de Most, ma chaussure à la main. Je ne saurais dire si mon enchantement tint la musique de Carmen ou la délivrance de mon pied. Nous quittâmes l'opéra bras dessus bras dessous car je boitais.
Au café, Most me taquina sur ma frivolité. Il ajouta cependant qu'il était plutôt content de me voir si féminine, même s'il lui semblait idiot de porter des chaussures trop serrées. Il était de bonne humeur. Il était de fort bonne humeur, pardon. Il voulait savoir si j'étais déjà allé à l'opéra, et que je lui raconte. Jusqu'à l'âge de 10 ans, la seule musique que j'avais entendue était celle de la flûte mélancolique de Petrouchka, le valet d'écurie du père. J'avais toujours détesté les grincements des violons lors des mariages juifs et le martèlement du piano lors de nos leçons de chant. Et pour la première fois, on entendait l'opéra Il Trovatore en italien dans le texte à Königsberg. Je m'étais rendu compte du ravissement que je pouvais puiser dans la musique. Il se peut que mon professeur ait été en grande partie responsable de l'effet exaltant de cette expérience. Elle m'avait fait baigner dans le romantisme de ses auteurs allemands favoris, et avait contribué à stimuler mon imagination à propos de l'amour malheureux entre le trouvère et Leonara. Alors que je brûlais d'impatience d'assister au spectacle, je dus vivre des jours d'attente insupportables avant que mère ne m'autorisât à accompagner mon professeur. Le jour venu, nous arrivâmes à l'opéra une bonne heure avant le début de la représentation, ce qui ne m'empêcha pas d'avoir des sueurs froides de peur d'être en retard. Mon professeur, de santé toujours délicate, avait du mal à me suivre. Porté comme je l'étais par mes jambes de gamine et ma hâte frénétique d'atteindre nos places, je grimpais les escaliers 4 à 4 jusqu'au poulailler. La salle était vide et faiblement éclairée, donnant à première vue une impression quelque peu déconcertante. Puis tout se transforma comme par magie. En un rien de temps, un public considérable se mit à envahir l'opéra, des femmes vêtues de soie et de velours aux nuances splendides, leurs cous et leurs bras dénudés, ornés de bijoux scintillants, des lustres en cristal projetant des flots de lumière qui rehaussaient tous ces verts, ces jaunes et ces violets. Cette féerie dépassait en splendeur toutes celles représentées dans les romans que j'avais lus. Bien penché par-dessus la balustrade, j'oubliais tout. La présence de mon professeur, l'environnement minable où je vivais, et je me rendais dans le monde enchanté que je voyais tout en bas. L'orchestre se mit à jouer des airs envoûtants qui montaient mystérieusement de la salle plongée dans le noir. J'en avais des frissons dans le dos. Ces sons qui enflaient me coupaient le souffle. J'avais trouvé en Leonara et dans le trouvère la matérialisation de mon idée fantasque de l'amour. Je vivais avec eux, transporté et enivré par leurs chants passionnés. Je partageais leur tragédie, leur joie et leurs peines comme si elles étaient les miennes. La scène entre le trouvère et sa mère, son chant plaintif, Ach ich vergehe und sterbe hier. Excusez-moi pour la prononciation, c'est en allemand dans le texte. La réponse du trouvère dans O Teuere Mutter me plongèrent dans une douleur insondable et firent vibrer mon cœur de compassion. Le charme fut rompu par un tonnerre d'applaudissements et par la lumière inondant à nouveau la salle. J'applaudissais moi aussi frénétiquement, debout sur mon siège, bissant éperdument Leonara et le trouvère, le héros et l'héroïne de mon monde féerique. « Allons, dépêche-toi, dépêche-toi » me dit mon professeur tirant sur mes jupons. Je la suivis dans un état second, le corps secoué de sanglots convulsifs. La musique résonnant encore dans mes oreilles. J'avais entendu auparavant d'autres opéras à Königsberg et à Saint-Pétersbourg. Mais la pression que me laissa Il Trovatore resta longtemps l'expérience musicale la plus merveilleuse de ma jeunesse. Terminant mon récit, je remarquai que Most avait le regard perdu dans le lointain. Puis il posa les yeux sur moi comme s'il sortait d'un rêve. Et il prononça lentement ces paroles. Il n'avait jamais entendu de premiers émois d'enfance racontés avec un tel sens dramatique. Selon lui, je possédais un talent exceptionnel et je devais me mettre sans tarder à déclamer et à prendre la parole en public. Il termina en disant qu'il ferait de moi une grande oratrice, pour me remplacer quand j'aurais disparu. Je pensais qu'il se moquait de moi ou qu'il me flattait. Il ne pouvait pas vraiment croire que je serais capable un jour de prendre la place ou de m'exprimer avec la même ardeur, le même pouvoir magique que lui. C'était pas ainsi que je voulais qu'il me traite. Je voulais qu'il soit un vrai camarade, franc et honnête, sans me faire de compliments ridicules en allemand. En m'adressant un large sourire, Most vidait son verre pour saluer mon premier discours en public. Par la suite, nous sortîmes souvent ensemble. Il me permit de découvrir un monde nouveau, me fit connaître la musique, des livres, le théâtre. Mais c'est sa personnalité féconde qui comptait bien plus pour moi. Son esprit qui atteignit tour à tour des hauteurs et des profondeurs. Sa haine du système capitaliste. Sa vision d'une nouvelle société qui apporterait à tous beauté et joie. Most devint mon idole,
Je lui vouais un véritable culte.